C'est un peu une première pour moi, de m'adresser comme ça dans une convention et sur un sujet comme celui-là. Alors, je vais vous présenter rapidement, vous allez voir que je suis très loin de tout ça en fait dans ma vie professionnelle. Au final, je suis plus un amateur, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire que j'aime évoluer dans le monde du jeu de rôle, j'aime évoluer dans l'imaginaire, c'est pour ça que je dis, mais j'en fais pas mon métier. Je le fais dans mes temps de passion, en dehors de cette passion et de la passion de l'écriture. Je travaille dans le domaine. J'ai fait des études de droit, de Sciences Po, donc des choses finalement assez rationnelles. Et on pose toujours la question de savoir pourquoi finalement écrire de l'héroïque fantasy, parce que c'est de l'héroïque fantasy, plus exactement dans le texte, c'est de la low fantasy. Pourquoi parce que la plupart des vies et les autres sont faites comme ça, et aussi il y a beaucoup de stress en fait. Et j'ai commencé à écrire les aventures d'Artagnos, le héros de dans un moment de stress, c'est-à-dire que je suis dans une entreprise, dans un cabinet de recrutement. Ce cabinet de recrutement a subi la crise en 2003. Donc licencié l'ensemble du personnel, le premier juriste de la boîte. Consultant la RH et juriste, j'ai licencié tout le monde dont moi. Ce qui fait que j'ai eu à un moment donné besoin de me trouver dans une zone de confort. Et donc l'écriture, pour moi, c'est une zone de confort. Peut-être pour vous d'ailleurs le jeu, c'est une zone de confort. Alors le thème qu'on a dans cette pseudo-conférence et le format qu'on a demandé d'intégrer, qui est le rapport entre l'écriture et les jeux de roleplay. C'est quand même une connexion qui se fait entre les deux. Est-ce que ça s'organise peut-être de la même manière ou pas? Alors, je ne vais pas avoir la prétention de vous faire un cours, ce n'est pas le but. De toute façon, je ne suis pas un professionnel de la chose. Donc, je pense qu'un professeur de littérature américain serait peut-être plus à même de faire une conférence qui durerait sans doute 5 heures de temps. Surtout maintenant, de faire ça en ligne, donc c'est changé aussi là-dessus. Alors, j'ai quand même pris en note quelques idées et quelques points de départ parce que je me suis justement posé la question. J'ai eu une vie un petit peu de roleplayer très courte. Ensuite, je me suis plus éclaté finalement dans l'écriture. Justement, de voir un peu les points communs et puis les points de divergence entre ces deux mondes, entre ces deux thèmes. Et pour commencer, il y a un premier point commun qui est, si vous êtes lecteur de fantasy, vous devez le savoir, les grands auteurs de fantasy sont les inventeurs du roleplay. Fest, par exemple, c'est John Hughes, si vous connaissez également l'incroyable et la très belle trilogie des Jacobins, qui a un incroyable trilogie. David Gemmell, moins bon pour moi, mais en tout cas, c'est aussi quelqu'un qui vient du monde en fait, du roleplay. Ce sont des gens qui, au départ, jouaient et ont transformé leur jeu en scénario d'écriture. Alors, du coup, quel est le rapport entre les deux? Quel est le point commun? Le point commun, c'est déjà ce qu'on appelle la diégèse. Je prends un petit peu mes notes. Alors, c'est quoi la diégèse? Eh bien, en fait, c'est la création d'un univers fictionnel. Quand vous rentrez normalement dans votre côté, ce qui vous plaît, c'est rentrer dans cet univers qui est éloigné de notre réalité. J'imagine que vous faites vous créez des univers qui sont très très loin des contingences journalières. Alors, chaque film, chaque scénario, chaque roleplay, en fait, part de cette notion de diégèse. Si je prends Matrix, par exemple, on a même une double notion de diégèse, puisqu'on a deux mondes fictionnels qui sont créés et qui se superposent. Donc on est vraiment dans cette notion-là au départ. On lit qu'il y a une théorie de low fantasy part un peu de ce principe. Alors, beaucoup de gens pour expliquer ce qu'est la low fantasy. C'est de l'heroic fantasy, mais avec un rapport entre le monde créé et notre monde à nous. Il y a un point de connexion qui se fait à un moment donné. D'une certaine manière, Harry Potter, c'est aussi la low fantasy. Vous savez, on passe du monde réel au monde magique en traversant le mur de la gare. Alors, quand on parle d'univers fictionnel, en fait, il y a deux piliers dans l'univers fictionnel, c'est qu'on retrouve aussi dans le roleplay,
c'est à la fois des marqueurs du réel et des marqueurs de l'irréel. Et on doit jongler entre ces deux marqueurs pour pouvoir créer quelque chose, un univers qui soit audible, compréhensible et en même temps dans lequel on retrouve la motivation première par laquelle on rentre en côté ou peut-être pourquoi pas dans le futur, c'est-à-dire de s'extraire un petit peu de notre monde. Alors quels sont les marqueurs du réel? Par exemple dans mon livre, on a des hommes. Ça c'est un marqueur du réel. Ça nous permet d'ancrer en fait le lecteur dans quelque chose qu'il connaît, qu'il maîtrise. Si on avait un livre avec que des marqueurs du réel, en fait, personne ne comprendrait rien, tout simplement. Donc, les personnages, même les peuples non humanoïdes que je fais, les Nanticos, des Notosaures, des Fioles, des Fourins, plein de peuples comme ça qui sont très différents. Mais ces peuples-là sont différents parce que physiquement ils sont différents, parce qu'il y a de la magie, ça c'est un marqueur pour les réel, et en même temps, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils ont une journée, ils ont une nuit. Et ça c'est un marqueur du réel. Et j'imagine que quand ceux qui conçoivent les roleplays, on retrouve un peu ces marqueurs. Les marqueurs de temps sont très présents dans le roleplay. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais dans ce que vous vivez dans le roleplay, on a des marqueurs de temps. Dans les marqueurs de l'irréel, vous voyez, on peut aussi trouver des marqueurs qui sont à la fois réels et irréels. J'entendais tout à l'heure, parce que vous étiez en train de jouer à la non, mais il voyage dans une cité maya. Alors la cité maya, ce qui est intéressant, c'est un bon exemple d'un marqueur qui est à la fois réel, parce que la cité maya elle a existé, historiquement, mais en même temps, ça renvoie chez nous en fait, vers l'imaginaire. C'est ça qui est intéressant dans ce marqueur-là. Cité maya, ça veut dire on est dans un temps, on est presque, on pourrait presque associer ça à ce qu'ont fait certains d'ailleurs, à des extraterrestres qui seraient venus, qui auraient créé une civilisation ancestrale. Et on renvoie du coup aussi à l'Atlantique, par exemple, qui est aussi un marqueur à la fois du réel et du irréel. Dans mon livre, il y a un marqueur du réel qui est aussi qui a un cheval entre l'irréel et le réel, c'est le berserk. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce concept du berserk. Donc qui est finalement, pourquoi je dis que c'est réel et irréel, parce que le berserker, c'est ce combattant qui, à un moment donné, dans le feu d'action, dans le combat, devient un ultra combattant, pas parce qu'il est surdoué, pas parce qu'il a des pouvoirs particuliers, c'est parce qu'il est lu que par une seule chose, c'est la victoire, et que plus rien ne l'arrête. Il oublie en fait toute la raison et il fonce. Et du coup, même il n'arrive plus à s'arrêter tellement il a besoin de destruction de l'adversaire. Donc on retrouve ça, et ce marqueur-là, c'est un marqueur réel parce qu'on a poussé un curseur très très loin, finalement, mais c'est un marqueur humain. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, il suffit de voir un petit peu par exemple. Et puis d'être un petit peu en groupe, et on va retrouver finalement ce qu'on appellera en Heroic Fantasy berserk. Si vous prenez les supporters du PSG. Bon. Ensuite, l'autre point commun entre l'Heroic Fantasy, la Low Fantasy, ces familles-là, et puis les roleplays, c'est quand même, me semble-t-il, le but, c'est-à-dire qu'on a toujours des buts assez communs. On a une quête, on a une problématique, on a une énigme à résoudre. Vous voyez, ça, c'est vraiment, finalement, on cultive quelque part la question du développement de soi au travers du roleplay et au travers de la fantasy, et en même temps, on cultive aussi la quête du secret ou la quête du trésor que personne d'autre n'aura. C'est un petit peu ces deux éléments-là. Mais dans ces scénarios, on est quand même contraint. On va essayer de créer un imaginaire complet, mais on est contraint notamment par des codes. Alors, je parlais déjà des marqueurs du réel et du irréel, mais on est obligé, me semble-t-il, de créer un monde extrêmement normé. C'est un petit peu paradoxal, parce que finalement, quand on crée un monde imaginaire, on se dit, mais on a une carte, on a rien pour soi, on a une feuille blanche, on fait ce qu'on veut à l'intérieur. C'est vrai, on fait ce qu'on veut, et c'est d'ailleurs ce qui m'a bloqué dans Heroic Fantasy, c'est que je peux créer complètement des mondes sans avoir besoin de faire de recherche bibliographique sur tel ou tel élément. Je n'ai pas besoin de m'inscrire dans un temps, par exemple. Je fais ce que je veux, mais malgré tout, on a besoin de ces normes, on a besoin de ces codes. Et on a besoin de ces normes, on a besoin de ces codes, parce que sinon, le jeu
roleplay ne tient pas, ou l'histoire tout simplement ne tient pas. Et je dirais même que sans les normes, en réalité, on crée quelque chose qui est finalement assez pauvre. L'infini se trouve dans la norme. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu cette notion-là. Ça va beaucoup jouer aux échecs, par exemple. Ouais. Alors, vous voyez, les jeux d'échecs est très intéressant pour ça. Voilà un jeu qui existe depuis 5000 ans pratiquement, même si au départ, le jeu d'échecs c'était un jeu de dés en Perse qui ensuite a évolué un petit peu à la fois vers le jeu contemporain des échecs. Mais un jeu qui est extrêmement normé, il n'y a pas plus normé que le jeu d'échecs. On est contraint physiquement par 64 cases. On a des pièces qui ont un ordre de mouvement fixe, déterminé, des choses qu'on ne peut pas faire, et on ne fait que jongler dans ces règles-là pour trouver quelque chose. Eh bien, voilà un lieu qui est tout petit, 64 cases, avec des tas de règles, et pour autant qui crée une infinité. Les mathématiciens ont considéré qu'il y avait plus de possibilités de parties d'échecs qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Alors que le monde est parfaitement normal. Et je pense que c'est probablement l'un des éléments clés justement de la bonne éloquentise, ou peut-être même des bons roleplays, c'est-à-dire de s'appuyer sur des normes, sur des règles qu'on va mettre en place, qu'on va bien déterminer, et à partir de là, bien sûr que l'imaginaire travaille, mais l'imaginaire, finalement, c'est le sommet de l'iceberg. Tout ce qu'il y a en dessous est peut-être plus important parce que c'est ça qui crée le socle, en fait, d'une bonne histoire d'un monde, me semble-t-il. Alors, l'autre point commun aussi, c'est lorsqu'on vit l'histoire, lorsqu'on vit le jeu, ou lorsque moi, par exemple, quand j'écris, je vis mon histoire. Lorsque j'ai créé mon scénario, j'avais le point de départ, j'avais des grandes phases intermédiaires, j'ai mis en place les règles, notamment les règles de magie, pour pas que ce soit tiré de son chapeau, qu'on puisse sortir un sort n'importe comment, n'importe quand, et que du coup, finalement, la magie soit le prétexte à solutionner quelque chose parce que le scénario ne le prévoyait pas. J'ai normé également des codes sociaux à l'intérieur des peuplades que j'ai créés. Mais ensuite, quand j'écris, je vis au travers de mes personnages. Comme vous, je pense, quand vous faites un jeu, d'une certaine manière, vous vivez votre personnage. Et alors là, il se passe quelque chose de très intéressant, c'est que non seulement ma personnalité ne se retrouve pas dans un, mais en fait dans tous les personnages. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un personnage et je sais que j'ai des défauts, par exemple, je sais que j'ai des tares, ou j'ai pourquoi pas des fantasmes à droite à gauche, et je vais les mettre dans ce personnage-là. Je ne les dis pas tous les jours, hein, c'est parfois 10 minutes dans ma vie, mais ils vont être dans ce personnage-là. Et je suis persuadé que vous, quand vous jouez au roleplay, eh bien, quel que soit le personnage que vous incarnez, vous mettez votre personnalité. C'est peut-être ça qui est probablement le point le plus intéressant quand on joue au roleplay, c'est qu'on est soi finalement dans le personnage. Et c'est mon plaisir à moi d'écriture, c'est que je suis moi dans tous ces personnages que je crée, qui vivent, etc. Ce qui est parfois contraignant, parce que du coup, quand j'écris 500 pages et que je les passe au tome 2, je me rends compte que j'ai fait un petit décalage par rapport au scénario d'origine, que tel personnage qui avait finalement assez peu d'importance commence à en prendre un peu trop, il va falloir que je rééquilibre par rapport au tome 2, etc. Mais le maître du jeu dans un roleplay, je pense que ça vient. J'imagine. Pardon, ça dépend des gens. Voilà. Et donc, pour conclure sur cette partie-là, je dirais presque que l'écriture et le roleplay sont les révélateurs de notre personnalité, en partie. Pas sur un personnage, mais disons que si on lit tout à bout, probablement on a une bonne cartographie de ce qu'on veut. Il y a des points divergents. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait, mais j'ai plus qu'un quart d'heure, j'ai plus qu'un quart d'heure et demi, puis après un petit peu d'échange. Je pense que le gros point de divergence entre ceux qui jouent au roleplay ou qui créent des scénarios, et moi écrivant, en tout cas pour quelque chose fonctionne, c'est la solitude. Vous êtes en groupe, vous avez une communauté d'esprit, finalement une communauté d'inspiration qui va permettre de créer un bon jeu ou d'interpréter un bon jeu. Là, moi je suis tout seul. Dans mon scénario, je suis tout seul à vivre finalement. Et les moments où je ne suis pas seul, c'est les moments comme aujourd'hui où je rencontre des lecteurs, dans des salons, vous voyez, où je peux justement discuter. Et là, je me rends compte, c'est chose terrible, c'est que tout ce que j'ai mis de moi, en fait, a été interprété très très différemment par le lecteur, et que lui-même s'est approprié le livre, et que lui-même s'est approprié certains personnages en y mettant de lui, et plus de moi.
Et enfin, finalement, pour conclure sur ces derniers points, je dirais que le grand point commun entre le replay et l'auteur que je suis, c'est qu'en fait, je pense qu'on est un peu schizophrène. Voilà. Merci. Vous avez des questions? Il faut repartir. J'en ai quelques-unes. Donc, je peux te parler. Ah oui. Alors, comme tu l'as dit au début, Entièrement. comme tu le sens. Alors, comme tu l'as dit au début, quand tu as fait ton livre de départ, ça partait d'un sentiment de crise, de la sécurité, et tu disais que tu étais DRH. Donc, déjà, de base, tu étais quand même dans un monde assez normé, assez fixe, assez statique. Et tu dis qu'une partie de ton être est reflétée dans ton livre. N'as-tu pas peur, justement, que de vivre dans un monde rigide, ça rend ton univers trop rigide? Et le fait d'utiliser des personnages pour essayer de dépasser les limites de cet univers le rendrait moins cohérent qu'il ne le serait normalement. Bravo! Au revoir. Tu m'avais jamais dit. Je vais renvoyer à ce que je disais en disant qu'on est un peu schizophrène. Il y a une part de moi au boulot, effectivement, qui est très rationnelle, qui est le juriste, celui qui va s'appuyer sur la norme pour décider, etc. C'est finalement cerveau droit. C'est la partie de moi qui est la partie scientifique, rationnelle, etc. Et même si je l'utilise pour toutes les données, je l'oublie, sinon je ne pourrais pas écrire, je ne prendrais pas de plaisir. Et finalement, c'est un besoin d'exprimer l'autre partie de ma personnalité, mais qui est la même personnalité, c'est le cerveau gauche qui vient, lui, qui part dans l'imaginaire, qui a besoin justement de créer des mondes dans lesquels on est libre, dans lesquels il y a des surprises, la magie est une surprise en soi. Quelque part, je fais plus l'enfant que l'adulte dans mes livres. Et donc, mon héros, mon héros n'est pas moi, attention. Hein. C'est d'ailleurs probablement, étrangement, même si c'est le point commun dans on suit sa vie, c'est pas lui le plus intéressant. C'est presque un anti-héros. Ça reste un héros parce qu'il a des pouvoirs particuliers, que bien sûr il est important dans l'histoire, qu'il mène la clé de l'histoire. Mais c'est un anti-héros parce que finalement les personnes les plus attachantes, c'est ceux qui gravitent autour de lui. Et qui vont au contraire soit l'aider, soit le détester, soit. Donc la cohérence entre tout ça. À Nietzsche, finalement, je ne sais pas, ce lecteur va se dire tiens, il y a cohérence, il n'y a pas cohérence. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je n'ai à exprimer l'autre partie de moi. Posons une question. La suite. Donc tu pars sur l'évolutif. Jusque-là, tout va bien. Tout à l'heure, tu m'as cité Higgs, c'est un principe intéressant, parce que les champs d'appel derrière, et ce que la valorée, c'est montré. Justement, par rapport au personnage de Garion. Je ne connais pas, je suis désolé. Ah. Je n'ai pas tout lu dans Et bien justement, c'est le début d'un enfant paysan de base qui va devenir roi et qui va sauver le monde. Oui, comme Eragon est ça fait un peu ballot, mais c'est une évolution. Mais le trait principal du gars, justement, c'est qu'il a ce côté terre à terre. Voilà, il a plus la mentalité du paysan que du gars qui va aller affronter les dragons. Ah. Et donc, quand tu parles d'évolution et de personnages qui gravitent, tes personnages sont-ils plus justement dans cette lignée de personnages réels, genre le magicien décadent qui va dans les bars, qui va avoir une pute, qui se dit non, je vais simplement utiliser la magie pour mon plaisir personnel, mais qui le fait quand même, qui transgresse ses propres codes moraux, ou c'est plutôt des personnages, je dirais limite psychologiques de la fantaisie, comme le bon magicien qui vit dans sa tour, enfermé dans ses livres et qui ne voit jamais les femmes. Je peux les voir dans ces livres. Oui, c'est cliché, mais c'est vraiment simple. Parce que tu dis que c'est des personnages qui gravitent sont très intéressants aussi, mais c'est justement le côté décalé ou c'est plutôt un côté plus classique? En fait, tu vois,
une autre pensée et j'essaie de Elle est paradoxale, la question, parce que tu m'obliges à catégoriser ce qui est finalement très psychologique. Donc c'est un peu paradoxal. Il y a des personnages qui sont très conventionnels, on va dire, parce que leur vie est conventionnelle. Artagnos, qui est le héros principal, par exemple, lui, il découvre les choses et il fait beaucoup de conneries. Après, je n'ai pas écrit un livre crash où le personnage principal est au culte. Et voilà. Après, ça pourrait être un autre registre. Non, ce qui m'a plus intéressé, moi, c'est. En fait, je suis un fan de Dumas, par exemple. C'était mon livre de chevet étant petit, parce que c'est pas les côtés KPD, finalement, c'est le côté groupe, amical, on va y aller, et puis on va essayer de faire des choses, et puis aller au-devant de l'aventure, même si on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Et j'ai un petit peu essayé de retranscrire ça dans ce livre et dans les personnages qui gravitent autour d'Artagnos. Est-ce qu'ils sont lisses? Ça dépend de ton curseur personnel, déjà. C'est comme la morale, ça dépend du curseur personnel. Moi, ils ne le sont pas, mais peut-être que ça paraît. Une question là, juste avant, parce que c'est vraiment Est-ce que c'est vraiment une chance pour un MJ d'avoir 4 autres joueurs qui vont essayer d'aider le scénario? On écrit un beau scénario bien épique, c'est parfait, c'est beau, et le joueur arrive et fait tiens, il y a un château, je vais trouver. Et après, je vais aller au plus, justement. Mais je ne vais pas faire ton scénario. Est-ce que c'est vraiment une chance, ça, au fond? Ça, c'est la frustration de celui qui veut diriger. Alors, moi, j'ai pas cette frustration parce que le livre, il est écrit. Donc, même si le lecteur fait son interprétation, il n'est pas contraint par mon début, par ma fin. Ça, j'ai moins ce problème-là. Mais je peux le comprendre. Mais justement, le mot, on ne contrôle pas les personnages. C'est ça qui est. Et on en revient à ce que je disais justement sur le fait qu'on se vit soi dans le personnage, avec toute la complexité de l'humain. C'est étrange d'ailleurs d'inventer un monde complet pour finalement se retrouver soit dans ce qu'on est finalement habituellement, dans des situations de crise, dans des situations de conflit, dans des situations de bonheur, etc. Et donc, en réalité, je pense que celui qui fait un bon scénario de roleplay devrait tenir compte, un bon scénariste doit tenir compte de l'aléa humain. Ça veut dire connaître ses joueurs. C'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas facile, parce que je ne vais pas le casser. À part ceux qui prévoient leur salle à l'avance, généralement. C'est vrai qu'ils peuvent leur salle à l'avance, c'est pas mal de gens qui connaissent ce qu'ils vont jouer. Moi, je me souviens, quand j'ai connu le monde du roleplay, alors je me suis un peu écarté parce que le monde professionnel, la vie classique, la vie vous rattrape, etc. Mais je me souviens que, grosso modo, une soirée sur 3 me plaisait. Parce que dans une soirée sur 3, le scénario marchait bien, mais ça supposait qu'effectivement chacun mette un petit peu de soi dans la volonté d'arriver à quelque chose d'intéressant. Et 2 fois sur 3, bon, voilà, il y avait quelqu'un qui poussait un peu le truc, ou il y avait un conflit qui n'allait pas. D'où l'intérêt d'avoir des personnages, ça permet aussi d'avoir des retours pour retourner. En fait, plutôt que d'emprunter le chemin droit, emprunter divers chemins qui permettent de mener dans le but final. Ouais, mais la fantaisie comme le roleplay, pour moi, c'est un chemin de traverse. Pour arriver à la fin. Après, quand on connaît bien ses joueurs, quand on sait qu'il y a un jeu trop bavard, on est dans ses mais j'imagine qu'il y a des scénaristes ici de roleplay. Vous avez la main sur l'écrit des 1, 2, 3. Ouais, donc vous êtes nombreux, mais passez à l'écriture. Dites-vous un jour à rendre votre vivant, votre C'est au début, on écrivait tous écrits 3-4 pages, et au plus on a joué, plus on a fait de parties par deux. Donc plus pour les scénarios, on fait 15 pages, maintenant, ils sont même plus là. Vous savez, vous avez laissé peut-être Pug l'apprenti, c'est bon. Ouais, il est né de ça. Il est né de ça, et pour le coup, il est hyper lisse, un peu. Il évolue beaucoup dans le roman quand même. Moi, ça c'est personnel. Après, si vous connaissez Pug, vous connaissez la trilogie des Akoma, qui est pour moi bien meilleure que ce que
Fest seul, c'est Jet Lo qui a écrit essentiellement ce scénario-là. C'est aussi qu'il y a un jeu qu'elle a fait. Ah, la Ouais, Trilogy d'Empire, il est même animatique cette trilogie. Et je trouve que le scénario est bien, et on sent bien le roleplay derrière. On sent bien qu'il y a eu des choses qui sont, voilà, qui ont été travaillées en groupe pendant des heures et des heures de jeu. Par contre, dans pas mal de podcasts, on entend pas ce qu'il y a de c'est peut-être construit dans c'est pas le cas de c'est pas le cas Peut-être dans les économies qui suivent, c'est ça? dans les autres cliniques du commun, ou alors avec quand ils vont combattre les enfants, enfin les enfants, on n'entend pas ce que les bébés voulaient, et quand c'est trop, Moi, je me suis écarté de Fest au bout du 5e ou 6e. Ouais, quand j'ai lu Johnny Bird, j'ai dit à la Fest parce que c'est bien meilleur et c'est bien dommage que ce soit ça. ouais. Après, c'est David Pascal. Oui, c'était le rapport avec le nom de l'écriture. Apparemment, pour la Disney, c'est parce que mais finalement, chez nous, du moment où j'imagine un univers que j'ai écrit, parce qu'apparemment, c'est en écrit, Ouais, c'est un accident de vie, c'est qu'à un moment donné, j'ai besoin de me retrouver dans un monde de confort. Donc, je me fais créer ton univers comme ça. Là, tu essaies de faire le livre sur son univers. Et après, je me suis senti tellement bien dedans. Alors qu'auparavant, j'ai fait d'autres choses, parfois un peu plus sérieux, mais j'ai jamais terminé comme beaucoup. Vous savez, commencer un truc et puis en fait, vous laissez de côté pendant 15 jours, après, vous faites dessus. Donc, c'est ce qui m'arrive souvent. Mais là, franchement, je me suis pris, parce que peut-être aussi le scénario me plaisait bien, du coup, j'avais envie de. Le personnage me plaisait, donc j'avais envie de continuer. Et à chaque. Et je me suis au début, je ne sais pas, j'ai écrit au départ, je ne connaissais pas le nom de l'édition, c'était un bourret peut-être, mais c'est un peu. Et dès que j'étais un peu tendu, ou alors au contraire, quand j'avais besoin de me retrouver un peu là, je repartais dans cet univers-là. Et finalement, ça m'a aidé aussi professionnellement à rebondir, à trouver de l'énergie autrement. Mais justement, tu dis que tu avais déjà fait avant quand dans la nouvelle, ou c'est parce que tu les demandes? Des trucs sérieux, des chiens. Des trucs politiques, révolutionnaires, philosophiques. De café. Mais bien, hein, moi je. Non, mais j'en rigole, mais c'est. D'ailleurs, une fois que j'aurai terminé la trilogie-là, je vais repartir à mes anciens entrevues, parce que j'ai essayé de faire un roman qui serait une petite liberté dans la société. Donc ce sera un peu plus sérieux, mais. Et justement, et comment tu en es venu justement avec j'ai eu plusieurs moteurs en fait, parce qu'on ne fait pas sur un seul truc. Je dirais que d'abord la première chose, c'est que j'ai un peu voulu faire un clin d'œil, parce que je ne savais pas que j'étais, donc pour moi je voulais remettre dans mes écrits ce que j'avais aimé en lecture. Donc Dumas, Jules Verne, par les deux, parce que c'est Jules Verne le premier écrivain dans la fantasy, à mon sens. Peut-être que je ne le laisse pas là-dedans, mais un mieux sous Verne, c'est magnifique. Même les mangas, je suis un bon lecteur de manga et je voulais refaire des petits clins d'œil. Donc je me suis inspiré de ces choses-là. Après, je me suis aussi inspiré de ce que je n'aimais pas dans la fantasy. Justement, des bouquins où voilà, il y a de la magie, et puis au moment où on sent que le scénario est en train de patiner, il y a un sort qui vient sur le coup et puis on est tranquille. Donc ça m'énervait à la lecture. Et je me suis dit, je vais essayer de créer quelque chose où on ne retrouve pas ça. Parce que j'y suis arrivé, j'en sais rien, ça fait longtemps. Et puis après, il y a plein de choses que, franchement, je ne sais pas comment. Enfin, là, j'ai inventé des fourrages, j'ai inventé des nachos, des cotosaures, des monstres qui viennent de mon enfance, et puis j'ai retraduit le translopode, par exemple, qui est un prédateur, on va apparaître dans le tome 1, qui va c'est pratiquement l'addition de Alien et de Predator. C'est des films que j'ai vus. Voilà, mais l'inspiration est plein de choses qu'on a vues, qu'on a connues, puis qu'on rassemble. C'est ça.
est-ce que dans ton bouquin, tu as un message caché? Parce que tu vois, bon, quand t'es petit, tu lis ton premier Lovecraft et tout. Ça existe, tout se présente, quoi. Tu dis, bon, voilà, c'est fantastique, c'est beau. Après, tu reviens avec tes yeux de 30 ans, là, et puis tu dis, ah ouais, finalement, Lovecraft, il avait vachement peur de la société. Est-ce que tu as une lecture à plusieurs niveaux comme ça aussi? C'est vraiment purement récréatif. C'est purement récréatif. Maintenant, celui qui connaît un petit peu la littérature, il verra un petit clin d'œil par-ci par-là. Je m'adresse à l'adulte que je suis moi, en faisant ces clins d'œil. Donc il n'y a pas de message caché, à part que je suis formidable et que je suis presque vieux. Ça, T'as créé tout le monde, et tu comptes les deux. Donc il y avait la création d'un monde, donc un univers. Vous n'avez pas des fois des blocages pour écrire, etc. Il y a le fil de l'histoire et tout ça, mais la mettre en scène. Si, ça arrive. Ça arrive et parfois je passe 15 jours en me disant mais comment je m'en sors, je n'ai pas vu arriver ce problème-là et tout d'un coup ça se développe. Je ne sais pas comment le cerveau fonctionne parfois. Il y a parfois je me dis mais comment je fais pas bloquer par ça, c'est stupide. Donc j'ai pas les secrets du fonctionnement, mais oui ça arrive. Donc son histoire, il y a un début, une fin, donc ça c'est assez facile à expliquer souvent, mais c'est le milieu qui souvent est assez difficile. C'est pour ça que j'ai fait, avant de me lancer dans l'écriture, j'avais bien sûr le début et la fin, mais j'avais surtout au milieu des piliers incontournables. Donc ça donne quand même un fil conducteur. C'est d'ailleurs normalement ce que vous faites en roleplay, c'est que même si vous faites un scénario, il faut construire les piliers en disant ceux-là, on ne peut pas les éviter. Donc il faut tout faire pour qu'à un moment donné, on passe par ce chemin-là. Non, en fait, ça avec le temps, je fais le début, la fin, et vraiment, le mieux, j'essaye à peu près. Et là, c'est faux, alors que sincèrement, des règlements de compte. Alors, il y a une autre question. Je t'entends pas, je te les meilleurs développements, les meilleurs chemins à prendre, les meilleurs... Si. Et d'ailleurs, souvent, très objectivement, quand on a terminé le livre, c'est le moment où on est horrifié parce qu'après on relit. Et quand on relit, on se dit... Oui, c'est ça. C'est ça. Et j'ai oublié ça, et il est trop tard parce que si je réécris ça, il faut que je rechange tout. Alors parfois, je pense à Stephen King par exemple, à mon avis, ça veut être quelqu'un capable de dire ce scénario-là, je le laisse pendant 20 ans de côté ou je le revois pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis et je le refais. Et puis les chefs-d'œuvre aussi de temps en temps. Moi, j'ai pas cette force-là. En toute honnêteté, parfois je me dis oui, là, peut-être que j'ai pas été bon dans ce passage-là, dans ce choix de scénario, dans ce choix de solution. Maintenant, bon, quand je relis une troisième ou quatrième fois, donc ici quand même, je suis quand même content de mon travail. Mais j'ai pas honte de le. Non seulement j'ai pas honte, mais je suis curieux de le partager. Donc ça veut dire que ça reste quand même. Mais ils ne passent forcément par ces zones de doute. C'est logique. C'est pas moi. C'est pas moi.
ma copine qui me disait, et qui en fait m'a fait derrière moi en me disant tu me saoules. Moi, alors c'est terrible, hein, mais je stresse en disant ouais, tu vois, j'ai fait ça, ce serait bien que ça marche, mais je suis comme beaucoup, je dis ce serait bien. Voilà. Alors je ne le fais pas dans mon boulot, mais pour ce qui est l'ordre perso, etc., je travaille. Et du coup, ouais, alors, il est sur Viadeo avec des packs, et puis il y en a un qui lui dit bah, tiens, je veux bien lire, et puis il s'est trouvé que c'était un éditeur qui a dit lecture, bah, je le prends. Donc ça a été un coup de bol. Un bol au mouvement. Enfin, un coup de bol qui était là très rapidement au départ. Alors, je vais essayer de rejeter la lecture. Est-ce que tu as dit que il va peut-être se redevenir un livre? C'est un beau rêve. J'aimerais bien soit faire un jeu de plateau, parce que ce serait possible, je pense. Alors un film, alors là, si demain j'ai un grand cinéma, enfin, un grand producteur américain qui m'appelle. Oui. J'achète. Et surtout, ça voudrait dire que je pourrais arrêter de bosser. Comme ça. Oui, mais si tu fais que ça, tu peux peut-être aussi Alors, ce côté. je suis bien d'accord, peut-être que ça n'irait pas parce que ça deviendrait une profession, et avec tout le stress que je trouve de profession, avec des objectifs, et peut-être que je ne trouverais pas. C'est bien possible. Tu fais une bonne commerciale. Je fais une commerciale. C'est la bonne question. On va vous mobiliser toute la communauté. Non, ça a l'air encore plus simple que la précédente. Alors, en fait, du groupe de lecture. je fais un petit carré pour celui qui va faire le prochain jeu de rôle avec nous. Et c'est de la seconde. C'est très bien. Au niveau de lecture, si tu as des gamins, tu leur laisses lire? Oui, parce que les gamins voient certaines choses et les adultes voient d'autres choses. D'accord. C'est notamment une scène au début du livre, dans le premier tiers du livre, qui est une scène de viol. Et les gamins, en fait, la survol, j'essaie de l'écrire de façon à ce que ça ne choque pas. Tant l'adulte, il voit pas quand même. C'est par rapport aux articles de leur Game of Thrones. Moi, je sais très bien si j'ai des gamins, je leur laisse pas lire. Pas pour la Non, c'est. Alors, là où je suis surpris, mais ça je ne m'attendais pas, c'est que je pensais m'adresser plutôt à des jeunes adultes. En fait, les gamins à 10 ans, ils lisent, et j'ai des vieux, quand je dis des vieux, des retraités. Je ne devrais pas utiliser le mot vieux, des retraités. J'ai notamment sur un salon une personne qui devait bien avoir 70 ou 15 ans, qui avait acheté le livre pour sa nièce, et qui n'a pas pu voir sa nièce, donc du coup elle s'est trouvée avec le livre à la vie. Et elle m'en a racheté un autre en disant bah, l'éducation pour moi, parce que c'est que l'autre, je lui redonne une fille. Donc c'est étonnant. Donc on est à tout on est encore une petite Ouais.